Si vous voulez, ça ressemblait plus à une chasse d'eau que à l'effet auquel j'aspirais. Je suis désolé, alors que si on va faire comme chez le dentiste, et quand vous trouvez que je dis des banalités, que des trucs que vous avez déjà entendus, vous levez la main, vous dites on passe à autre chose. On ne sait jamais à quel endroit se trouve l'auditoire avec qui on converse. Non, c'est vrai que quand on prépare un texte, quel qu'il soit, là j'ai amené le texte de la Pléiade de Racine pour faire sérieux, mais on est forcément imbibé d'un certain nombre de lectures, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'on mettait en scène Racine. La première fois, pour moi, c'était beaucoup plus difficultueux, ne serait-ce que dans le travail d'immersion qui s'est fait à partir de lectures, mais beaucoup à partir des conversations avec des acteurs. Et comment dire, mon entrée dans Racine, elle s'est faite avec un acteur que vous ne connaissez pas parce qu'il est mort, qui s'appelle Dubois, Jean-Yves Dubois, qui était un acteur sociétaire de la Comédie Française et qui avait été dans les classes d'Antoine Vitesse, comme un certain nombre des acteurs qui sont dans la pièce d'ailleurs, il y en a 3 qui ont eu aussi ce parcours-là. Et j'avais distribué Jean-Yves dans Pyrrhus, dans Andromaque. Et c'est vrai que moi j'étais assez impressionné, comme beaucoup de metteurs en scène d'ailleurs, et peut-être à tort, par tout ce qu'on a pu lire autour de Racine, notamment sur la technique du jeu de l'acteur. Et Jean-Yves a passé son temps à m'expliquer que c'était pas si compliqué que ça, et à me le prouver tous les soirs sur le plateau, et à aider également ses autres partenaires de jeu. C'est d'avoir quelqu'un comme Alain Fromager, par exemple, qui joue Britannicus, qui joue Néron aujourd'hui, faisait Oreste il y a 10 ans, ou 12 ans même à Strasbourg. C'était il y a 10 ans à Nanterre, il y a 12 ans à Strasbourg. Et au début, pour lui, c'était très difficile de s'emparer de ça. Et puis il avait des réflexions assez mignonnes d'ailleurs là-dessus. Il me dit, je peux pas, tu comprends, un fils de prolo peut pas jouer Racine. Bon, donc il fallait déjà remonter aussi cet handicap culturel même. Si je dis ça, c'est pas tout à fait innocent. C'est qu'il y a cet obstacle-là, cet obstacle qui est créé par la masse de commentaires qu'on peut avoir sur un auteur, et puis par une langue sur laquelle, bon, quand on commence à lire des traités de versification, il y en a qui sont très bien d'ailleurs, que j'ai lus de façon la plus attentive possible, mais on ne peut pas, dans le moment du travail, travailler avec le bouquin de Regnault à la main et puis essayer de jouer, quoi, parce que là, on est foutu, on se prend les pieds dans le tapis. Donc c'est de prendre, je dirais, l'épaisseur de l'œuvre, à savoir, autant c'est son origine, à savoir pour ce qui est de Britannicus, Tacite, Rome, que le XVIIe et que l'histoire de Louis XIV, et que nous, même aujourd'hui. Sachant que ce qui est intéressant, c'est on ne peut pas se chercher entièrement nous-mêmes dans ce théâtre-là. Ça a pas c'est assez vulgaire comme démarche, je trouve. C'est rabattre et refermer l'œuvre. En même temps, moi, j'ai pas envie non plus d'une reconstitution péplum à la romaine. Et pour autant, j'ai pas envie, et ça a été fait, et j'en ai le souvenir d'ailleurs d'une mise en scène qui a été faite par Gildas Bourdet, je sais pas, il y a 20 ans ou 25 ans, qui avait situé la pièce vraiment chez Louis XIV. Les acteurs étaient en perruquet, on était à Versailles, dans un décor qu'on n'a plus les moyens de s'offrir aujourd'hui. Et bon, moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de donner l'épaisseur du temps et d'essayer de pouvoir garder des strates des 3 périodes, aussi bien de l'histoire romaine que du XVIIe et qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une forme d'évidence, et c'est que les corps qui portent cette parole-là, bon, ben, ce sont des corps d'aujourd'hui. Donc, même si on travaille sur certaines références picturales, c'est pas pour les reciter comme ça, c'est pour s'imprégner, c'est pas pour en faire une citation directe. Il y a un travail que j'avais fait de façon beaucoup plus importante sur le précédent spectacle, sur la peinture de Poussin, par exemple. Et là, c'est pas le même costumier, en l'occurrence une costumière qui travaille dessus. J'ai montré les photos de ce qu'on avait fait avant en disant je voudrais qu'on enlève tout signe décoratif, qu'il n'y ait que des lignes, qu'il n'y ait qu'un trait, qu'il n'y ait qu'un coup de pinceau, et en même temps gardant des formes qui peuvent évoquer aussi bien cette peinture-là que l'histoire de Rome. Cette peinture-là qui s'empare de l'histoire de Rome. Donc, bon.
en même temps, les pantalons qu'elle a fait, par exemple, si je prends le costume, les pantalons qu'elle fait pour les hommes ou pour Néron, par exemple, n'est pas un costume 17e. Alors que quand on avait travaillé sur Andromaque, on avait travaillé sur des pantalons d'époque avec des tas de lacets partout. Bon. Voilà. Donc c'est d'essayer de créer un espace qui est un espace ouvert à tous les imaginaires, à toutes les projections possibles. Mais où finalement l'anecdote, et quand je dis si on essaye de se raconter aujourd'hui, l'anecdote, ce serait l'affaire du spectateur. C'est lui qui va la mettre dessus. Nous, c'est d'offrir un tableau suffisamment brut pour qu'il puisse y avoir un espace de projection possible pour le spectateur. En fait, ce qui, moi, du coup, m'a paru le plus 17e, c'est que la façon dont vous montez Britannicus illustre complètement, pour moi, l'utilité des règles. C'est-à-dire que les règles sont vraiment... Si les règles sont ainsi affûtées, et si le théâtre n'est ainsi théorisé au XVIIe siècle, ce n'est que pour finalement faire disparaître tout ça dans une évidence passionnelle. Et ça m'a paru évident que votre spectacle faisait un effet très fort, et je trouve que c'est idéal pour illustrer combien les règles ne sont évidemment pas des contraintes, mais des outils d'une machinerie surpuissante. Ce choix, c'est vrai que c'est les seules entrées qu'on fait comme ça. C'est de façon un peu massive, c'est signifier la sortie de l'espace du palais. Elle va rejoindre le temple, elle sort et elle échappe. Moi, ce qui m'importe au-delà de je dirais de l'itinéraire et au-delà du métro qu'elle prend pour se barrer, ce qui m'intéresse, c'est de signifier qu'elle sort de l'espace de domination de Néron. Voilà. Et j'avoue que c'est Christian Bier qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant ça, démerde-toi, mais il faut que tu arrives à le raconter. Je ne sais pas comment vous ferez, mais il faut raconter cette histoire-là, parce que il faut que ça échappe. Il faut que ça échappe au palais. Voilà, c'était... Donc le palais, c'est la... en gros, c'est ce qu'on aurait sur la scène. Et donc on voit bien que de passer devant comme ça, c'est en sortir. Et en plus, d'ordinaire, j'aime pas du tout, moi, les trucs qui se jouent dans la salle, les arrivées dans le public, la prise à partie du public, ça m'intéresse pas vraiment. Mais là, c'est le seul moyen qu'on a trouvé. L'eau, on peut y chercher toutes les symboliques liées à l'eau. Au départ, la première fois, parce que j'avais fait la même chose dans Bérénice. Et quand on met en scène, parfois, on entretient des conversations secrètes avec d'autres mises en scène ou d'autres metteurs en scène. Pour moi, c'était une façon de parler avec Antoine Vitez, qui a écrit un livre qui s'appelle un petit bouquin qui s'appelle La tragédie, c'est l'histoire des larmes, et où, par exemple, il disait aux acteurs, c'est pas la peine que vous pleuriez. Vous avez une cuvette, et il suffit que vous trempiez vos mains dans l'eau, et c'était Nadas Francard, à l'époque c'était dans Phèdre ça, et que vous déposiez de l'eau sous les paupières, sur les joues, et les larmes sont déjà là d'une certaine façon. Et c'était un peu ça que j'avais envie de raconter. Là, on a fait une tentative qui ne marche pas. Il n'en reste que, d'ailleurs, ça se retrouve même dans des notes qui ont été imprimées avant le spectacle, puisque je croyais que je pensais faire pleuvoir, mais en plus, comme ça joue avec cette forme-là de salle d'un palais romain, c'était, je ne sais plus comment ça s'appelle, un pluvium, là, et je voulais faire pleuvoir entre chaque acte, comme pour laver, si vous voulez, les paroles, comme pour laver le plateau de la langue, et d'avoir ça. Simplement que quand on l'a fait marcher, si vous voulez, ça ressemblait plus à une chasse d'eau que à l'effet auquel j'aspirais. Alors je dis, mais non, si chaque fois on a l'impression qu'on est au chiotte entre chaque acte, entre les actes 1 et 2, les actes 2, non, ça va pas aller cette histoire. Et on l'a supprimé. Mais si je vous dis ça, c'est que c'est aussi concret que ça.
C'est tout à coup, on produit des signes, et finalement, le travail de répétition, c'est que ça, c'est des productions de signes qui produisent un effet boomerang. Et bon, on l'a pris dans la figure, on n'a pas pu faire ça. Par contre, on l'a gardé sur le... Et à la fin, je voulais que la fin du spectacle, mais là aussi, c'est des images que l'on a, et ça se retraduit après autrement. Je voulais qu'à la fin du spectacle, il y ait une espèce de tornade et de tempête, comme ça, que la tournette qui tourne très lentement pendant tout le spectacle se mette à s'accélérer. Je voulais poser les corps des morts dessus, et qu'ils soient projetés contre les murs. Voilà, bon, un truc, je ne sais pas, piqué à Castellucci, ce qui fait quand il fait ces espèces de maelstrom comme ça, et refaire quelque chose comme ça sur la place. Bon, d'évidence, on a essayé 2 ou 3 fois des choses, mais c'était ramener du spectaculaire, alors que finalement toute la représentation serait la critique du spectaculaire, justement. On l'a eu assez vite. Ouais, on l'a eu assez vite. Il nous a pas mal parlé de sa maman, enfin... vraiment très tôt, je crois. Vraiment très tôt. Et ça, en même temps, bon, c'est cette part d'enfance, mais pour moi, c'est la figure centrale presque du théâtre de Racine. C'est ça qui m'intéresse. C'est l'instabilité. C'est de l'instabilité avec comme figure centrale le retournement. C'est-à-dire que, bon, retournement qui prend appui un certain nombre de fois à l'intérieur du vers même, à l'hémistiche, souvent d'ailleurs, il y a une proposition qui est énoncée sur les 6 premières syllabes, et pouf, la deuxième partie du vers, ça énonce le contraire, hein, ce travail d'opposition comme ça, et d'instabilité qui peut même être comique. On l'a chez, par exemple, c'est cette fameuse réplique d'Hermione à Oreste, quand Oreste revient après être allé voir Titus, et Hermione semble théoriser. Oreste n'a fait que ce qu'Hermione lui a demandé, et quand il lui dit qu'il l'a fait, il dit « Mais qui vous l'a dit ?» par exemple. C'est comme si... Et pour le jouer, me semble-t-il, il faut pas être doté de mémoire. Enfin, il faut en avoir une solide pour ce qui est de la structure de la langue et du vers, mais pouvoir être à tout moment dans le contraire de ce qui s'est fait. Vous aurez un certain nombre de profs de théâtre qui sévissent, qui vont expliquer aux acteurs qu'il faut, ou même par la littérature théâtrale, qu'il faut qu'il y ait un continuum, qu'il faut qu'il y ait une espèce de fil comme ça pour pouvoir jouer. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est de jouer chaque instant pour lui-même, sans souvenir de ce qui s'est passé avant et sans préméditer de ce qui va se passer après. C'est-à-dire d'être pleinement dans l'instant. Et ça, c'est terriblement infantile et puéril. C'est de retrouver cette chose-là. C'est-à-dire que je suis au présent je dis ça, dans 30 secondes je me contredis, où est le problème? Et je pense qu'Alain a ça. C'est-à-dire que c'est tous, au bout du compte, pour jouer Racine, me semble-t-il, pour être dans cette instabilité, dans ce rapport à la pulsion raisonnée. C'est ça qui est très étonnant dans ce théâtre-là, c'est que ça nourrit une forme de raisonnement. Chacun produit et génère du discours, et en même temps, il n'y a pas de continuum psychologique. Donc c'est la raison, mais par strates successives, par stades successifs, comme ça, qui se met en jeu. Donc pour le jouer, c'est d'être totalement disponible, comme ça, à l'autre, et à ces retournements-là. La roue de la fortune, vous voulez dire? Non. Si vous voulez, c'est ça, en partie, et c'est aussi, bon, la métaphore peut se développer, c'est l'espèce de machine à broyer quasi inarrêtable, de mouvement de l'histoire, de machine à torture, et pour moi, c'était plus concret que ça, quand souvent d'ailleurs les idées de mise en scène, elles sont plus concrètes, et c'est presque envie de dire que ça part souvent d'une intuition que la raison permet de vérifier. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois le travail, y compris le travail de l'acteur. C'est-à-dire, la raison ne serait pas première, l'intellect ne serait pas premier. Il y a des formes d'intuition, et ensuite,
via les connaissances qu'on peut avoir, on le vérifie, et la dramaturgie servirait presque plus de garde-fou que de mouvement d'initiateur. C'est-à-dire que on se retrouve avec un théâtre dont la figure centrale, bon, je parlais du retournement à l'intérieur du sujet, même de la fiction. Je voudrais repartir tout à l'heure sur le personnage, parce que ça m'intéresse aussi. Mais finalement, on est essentiellement dans des face-à-face. Hein, des êtres qui sont, comme dans la tragédie antique, un peu discours contre discours. Là, c'est très vrai dans le premier acte chez la scène entre Burrus et Agrippine. Si vous la prenez, on est vraiment dans la rhétorique. C'est une première partie de réponse. Enfin, ils se répondent, argument contre argument. On est quasi dans le face-à-face. Et je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas que ça, presque. Dans Bérénice, qu'on avait fait auparavant, c'était quasi que des... C'était un grand couloir comme ça, et on était quasi que dans du face-à-face. Je me suis dit, tiens, finalement, d'avoir un plateau comme ça qui tourne, ça me permet d'être dans le face-à-face, mais d'être dans une espèce de mouvement un peu cinématographique, sans que l'on s'en rende forcément compte, mais de faire qu'il y ait un changement de l'image. Et pour moi, ça ajoutait à l'instabilité aussi de la chose. C'est-à-dire que... parce que finalement, le seul moment où on avère le fonctionnement de cette roue, c'est dans l'acte 4, dans la scène d'Agrippine Néron, la fameuse scène du fauteuil, qui est fauteuil qui est au centre de cette scénographie, et qui est l'enjeu même des rapports de toute la pièce. C'est-à-dire que finalement, il se bagarre pour un fauteuil. Mais alors, après, en disant ça au scénographe, il me rapporte un autre fait. Je sais pas, on avait commencé à dessiner. Il me dit, mais tu sais que Néron avait fait faire une salle à manger où il y avait beaucoup de telle sorte qu'il soit tout le temps éclairé de la même façon. C'est-à-dire sa salle à manger tournait et il était éclairé par les rayons du soleil toujours de la même façon par rapport à ses convives. Donc déjà, on retrouvait aussi une machine qui tournait. Donc ça m'a, je sais pas, ça m'a conforté dans l'idée. On a gardé ce et d'ailleurs, j'ai juste une anecdote à propos de cette tournette. Il y a, je sais pas, une dizaine de jours, un soir, le mécanisme s'est emballé, mais vraiment sérieusement. C'est-à-dire que pour les mécaniciens du groupe, là, il y a un capteur qui est au-dessus d'un moteur qui entraîne une courroie qui fait tourner le tout, et ce capteur s'était dévissé. Donc l'ordinateur qui commande ça était devenu fou, et ça s'est mis à tourner, mais vraiment à fond la caisse. Ce qui fait qu'on a dû le stopper. Et le soir, j'étais devant l'entrée du théâtre, et les spectateurs me disent, ah, vous l'avez fait là, c'est formidable, mais moi je l'aurais fait 2 répliques plus tard, vous voyez. Là, ça aurait été bon. Ce qui montre bien que... et en même temps que tout fait sens et tout fait signe et tout est soumis à l'interprétation du spectateur, j'ai trouvé ça plutôt joyeux. On ne l'a pas gardé pour autant, on l'a réparé, elle continue à tourner lentement. Ça vaut pour l'écriture, mais ça vaut aussi par rapport à une pièce. Il m'est arrivé j'ai monté plusieurs pièces d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lars Noren. Et je me souviens qu'une de ces... Je ne sais plus à propos de quelle pièce je lui ai posé la question. J'ai essayé de lui poser des questions, à savoir ce qu'il avait voulu faire avec cette pièce. Et il m'a gentiment envoyé chier en me disant, écoute, ça, c'est ton problème. Tu te débrouilles. Et j'ai envie de dire que pour la mise en scène, c'est pareil parfois. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Non, je vais essayer de vous répondre sur le fauteuil. Mais je ne saurais dire... après... Si vous voulez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la dramaturgie, c'est-à-dire qu'on l'a fait une fois, je l'ai vu embarquer son fauteuil comme ça. Après, bon, par une espèce d'illumination rétrospective, je peux trouver du sens. Mais au moment où c'est l'acteur qui s'est embarqué avec cette espèce de, comme une espèce de suraffirmation de sa puissance et de sa force physique. C'est-à-dire que quand il le trimballait comme un fauteuil qu'on déplace, nous, dans notre salle à manger ou je sais pas quoi, bon, je sais pas, il y avait une quotidienneté dans le geste qui... Alors que là, bon, forcément, il y a quelque chose de sa volonté d'affirmation, puisque finalement, on parlait d'infantilisme tout à l'heure à propos de Néron, mais c'est ça que raconte la pièce. C'est la
la tentative et la nécessaire autonomie que doit prendre Néron pour occuper le pouvoir, et qui, au bout du compte, l'amène à exercer un pouvoir tyrannique, et je dirais qui est peut-être la seule façon d'obéir aux injonctions de Burrus et d'Agrippine, qui dit, mais il n'a pas pris, je ne sais plus, c'est pas exactement les vers, hein, il n'a pas pris le... Est-ce que c'est pour obéir au peuple et au Sénat qui doit exercer le pouvoir? Et Burrus qui dit ce n'est plus votre fils, c'est le maître du monde. Enfin, c'est comme si presque les conseillers autour fabriquaient le tyran. J'hésite à dire ça, mais le tyran n'est pas qu'une émanation d'une psychologie singulière. C'est-à-dire que c'est nous qui fabriquons le tyran. J'avais l'impression que c'était toujours la même manière d'être. Et c'est vrai que je m'attendais à un changement beaucoup plus... je suis peut-être un peu débile profonde, je sais pas. Non. Mais, non, c'est trop tôt. Notre conversation n'est pas assez avancée pour qu'on puisse se prononcer. Je m'attendais vraiment, c'est vrai que... Mais si vous voulez, la musique après, ça je peux vous raconter un peu, la musique après a pris lieu et place de la pluie chasse d'eau. À savoir que je voulais quand même qu'il y ait une respiration entre ces actes, de ne pas être dans une espèce de continuum. On ne va pas baisser le rideau. Entre les actes, on n'a pas de bougie à rallumer. Il se trouve que quand ça ne disjoncte pas, la lumière tient sur la durée de la représentation, donc on n'est pas contraint de séquencer la soirée, mais pour autant, on a envie qu'il y ait une espèce de note de musique. Alors là, c'est un test, c'est pour ma curiosité personnelle. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a identifié la référence musicale? Moi, j'ai pensé à Wagner, mais... Ouais, jusque-là, c'est bon. Boum, vous pouvez venir en deuxième semaine. C'était pas dans ce que je connais très bien de Wagner. Donc, c'était pas le Ring, c'était pas Parsifal, même si j'hésitais pas. Non. C'est Wagner, c'est sûr. Rienzi, hein, non? Voilà. C'est Rienzi. Et Rienzi, moi, ça m'a amusé parce que Rienzi, c'est l'ouverture de Rienzi. C'est-à-dire que les premières notes au prologue, c'est le début de l'ouverture de Rienzi. Et le dernier accord, c'est la fin de l'ouverture. C'est une ouverture qui dure 12 minutes. C'est un opéra assez peu connu qui raconte l'ascension d'un jeune plébéien à Rome qui se voit ensuite destitué. Et bon, c'est toute l'épopée comme ça, toute l'histoire de cet homme. Et pour la petite histoire, moi j'avais déjà travaillé un tout petit peu sur cet opéra de Rienzi en travaillant sur une pièce d'Heiner Müller qui s'appelle Germania Drei, écrite. Donc, et où Heiner Müller explicitement dit que Hitler écoute cet opéra. Et pour l'histoire, Hitler a une révélation, dit-il, je sais pas, dans les années 23-24, à l'Opéra de Munich. Entendant cet opéra, s'est identifié à ce personnage de Rienzi, à tel point qu'il l'a dit, il l'a redit, et que la famille Wagner lui a offert les partitions originales de Wagner de cet opéra qui ont cramé dans le bunker quand le bunker a pris feu à la fin. Donc pour moi c'était une référence, mais alors vraiment j'étais presque sûr que ça ne serait pas lu, mais ça me plaisait bien qu'il y ait toutes ces références qui soient données comme ça sur ces quelques notes de musique, et ça confortait l'idée de la naissance du tyran. Mais c'était en même temps, sur ce qui m'intéresse sur cette musique, c'est cette idée d'une note tenue et d'être toujours dans un continuum, c'est-à-dire du début de la prise de parole d'Agrippine jusqu'à la fin, d'être dans une espèce de tension permanente. Bon, parfois on décroche parce que il y a trop de références ou parce que c'est simplement physiologiquement, on pense à autre chose, mais d'essayer de tirer comme ça un fil tendu du début à la fin. Et que la musique aidait à ça, alors que quand on baisse un rideau, pour moi ça fait, baisser le rideau, ça fait proche. Ça dépend vraiment des spectacles. Ce que je peux dire, c'est que chaque fois que de façon un peu programmatique comme ça, je me suis dit, allez, je vais chercher ce que je vais faire, j'ai jamais trouvé. Ça a été voué à l'échec à chaque fois. Et ça, on l'avait fait, par exemple, de façon un peu systématique. Quand j'étais au TNS, il y avait 8 acteurs permanents. Et à un moment donné, je ne sais pas comment s'était fabriqué le programme, on avait un mois devant nous. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, allez, chacun de nous va proposer aux autres,
puisqu'on fonctionnait comme ça, comme un collectif de travail, chacun de nous va proposer les pièces qu'il a envie de lire, et on passe un mois, chaque jour on lit une pièce. Bon, déjà, chez moi, ça a produit la chose suivante, c'est qu'au bout de 15 jours, j'ai dit aux copains, aux acteurs, il y avait Alain Fromager d'ailleurs dedans, je leur ai dit, écoutez, moi je viens plus à ces lectures. Il dit, mais pourquoi? Je dis, parce que ça m'enlève quelque chose de personnel et de privé, des projections, j'arrive pas à entendre. Donc, et d'ailleurs, souvent, je trouve que les lectures publiques sont pour moi contre-productives. Ça passe, je sais pas, par un espace de projection imaginaire, j'ai besoin d'être seul pour lire. Et c'est un peu des rencontres de hasard. La première rencontre, souvent avec un texte, c'est une rencontre de lecture. Mais après, il y a des spectacles qu'on a envie de faire qui sont pas des lectures. Je vais prendre deux exemples concrets de ce que je fais en ce moment-là. Je suis allé ce week-end voir deux spectacles à Hambourg pour une programmation à venir. Et donc, un spectacle était un spectacle de Luc Perceval, l'adaptation d'un roman d'un auteur allemand qui s'appelle Fallada, et puis l'autre est la mise en scène des Brigands de Schiller, par un metteur en scène qui était à Avignon cet été, qui avait fait Le Contrat du commerçant, je crois, ça s'appelait comme ça, Ziman, et j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit, on va aller voir ce qu'il fait. Le spectacle de Perceval dure 4 heures. J'ai pas lu le roman en français, je comprends un peu l'allemand quand je le lis, mais dans le temps de l'écoute, pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la représentation? J'ai rêvé à un spectacle que j'ai envie de faire, et puis à la sortie du spectacle, je me suis dit, putain, ça y est, je crois que j'ai trouvé l'idée ce coup-ci. Mais ça fait 20 ans que je lis ce texte-là. Ce texte-là, c'est la dernière pièce d'Ibsen, qui s'appelle Quand nous nous réveillerons d'entre les morts. Bon, alors je sais pas, c'est pas parce que j'ai vu un truc dans la mise en scène de Perceval, parce que il y a rien, il y a du texte, c'est très sobre ce qu'il fait, on est dans la structure romanesque. Donc ça avance comme ça. Parfois, mais c'est souvent une maturation assez longue quand même. C'est souvent une maturation assez longue. Et alors après, pourquoi on passe à l'acte à un moment donné plutôt qu'un autre, ça peut être des circonstances qui font qu'on passe à l'acte. Mais moi, je crois que il y a besoin de cheminer longtemps. On travaille trop vite. De toute façon, c'est un problème de société, de façon générale, ça va trop vite. Donc, comme ça va trop vite, je pense qu'une des fonctions de l'art, c'est de ralentir tout ça. Et d'être à contre-temps, dans tous les sens du terme, mais en tout cas même au sens premier, littéral, de ralentir, de prendre le temps. On nous demande d'aller trop vite. Une œuvre poétique, ça prend un temps d'immersion assez long, et de vivre longtemps avec une œuvre. Moi, je recommande à tous les... J'avais tenté un truc quand j'étais au Théâtre National de Strasbourg. J'avais proposé aux élèves, alors il y en a 2-3 qui ont joué le jeu, mais c'est de vivre pendant 1 an avec la même œuvre romanesque. C'est-à-dire d'avoir un bouquin dans sa poche toute l'année, et de l'avoir lu, mais de le relire, de s'imprégner de ce truc-là, de vivre avec ses sensations, de vivre avec une œuvre, et puis de la traîner avec soi. Et finalement, je pense que bon nombre de metteurs en scène travaillent comme ça. C'est des œuvres qui accompagnent, et puis à un moment donné, elles se montent, ou elles se montent pas d'ailleurs, c'est pas grave. Moi, j'ai dû inscrire au moins, je sais pas, 5 fois Othello au répertoire de ce que j'allais faire l'année d'après. J'ai jamais fait. Bon, maintenant, je pense que je ferai jamais. Mais voilà, si vous voulez. En tout cas, c'est pas un programme, c'est pas... Il y a des sujets, j'aimerais arriver à parler de la crise financière au théâtre. Bon, après, il y a les conditions de production qui nous coincent parfois. C'est-à-dire que on a... Et là, c'est un peu... Mais c'est une critique, c'est de l'autocritique, hein, ce que je veux dire. C'est... on se donne probablement pas assez les moyens de mettre les machines qu'on dirige en panne. Et c'est les institutions que sont les théâtres nationaux et les centres dramatiques induisent à de la productivité. Ce que quelqu'un, par exemple, comme Ariane Mouchkine, pour prendre un exemple le plus évident, qui peut se mettre en marge et se dire je vais travailler 6 mois et on verra bien ce qui va advenir. Et ça, on n'est pas assez capable de le faire. Là, je me le suis mis au programme des 2 prochaines années. Je vais voir si j'arrive à tenir parole. Je voulais faire un spectacle sur le travail.
sa notion de travail, mais pas pour en faire l'apologie, pour essayer de décourager les gens de travailler, mais donc de prendre le temps de ramasser des textes poétiques, de matériel, de chansons, de chants, d'autres, des textes philosophiques, et de prendre ce temps-là. Alors, le paradoxe, c'est que parfois, moi j'ai eu le sentiment de prendre plus de temps quand j'étais en jeune compagnie, quand il n'y avait pas en rond, que là où, dans l'institution théâtrale, on se croit obligé de répondre à une demande qui existe, mais une demande de production. Donc, c'est pour ça peut-être que, finalement, comme les modes de production sont les mêmes pour la plupart des metteurs en scène et des équipes de théâtre en France, finalement, tout finit par se ressembler. Et c'est là-dessus, si on a un effort à faire, me semble-t-il, et vous en particulier, ben c'est vous qui allez faire du théâtre, c'est de réinterroger fort les modes de production. Puisque, bon, ben, comme dit Godard, la façon dont on produit, c'est déjà ce qu'on produit. Ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que, pas simplement se dire qu'est-ce que je vais raconter, comment je vais le raconter et quels moyens je me donne pour le raconter. Et la question du mode d'organisation de la production va générer des esthétiques qui seront différentes. Pourquoi quelqu'un comme Ostermayer est arrivé à l'esthétique qu'il a développée? C'est pas que par l'intellect, c'est-à-dire qu'il a eu les moyens à un moment donné qui lui ont été donnés par un des plus grands théâtres de Berlin, qui est le Deutsches Theater, qui a créé une baraque, une espèce de lieu, je vais dire une cabane à Djeko multipliée par 3, un gros machin comme ça, où il avait des acteurs à disposition et où il a pu développer son vocabulaire et sa grammaire théâtrale sur des formes un peu trash comme ça, où il conviait une centaine de spectateurs, et il a développé tout un répertoire, une façon d'être au théâtre comme ça. Parce qu'il y a eu cet espace un peu à la marge. Quelqu'un comme Marthaler, c'est pareil. Le premier spectacle qu'il a fait, il l'a fait tout à fait. C'est une assez belle histoire. Je raconte volontiers qu'on me l'a re-raconté ce week-end et que c'était le directeur, qui était le directeur du théâtre de Bâle à l'époque. Marthaler a commencé comme musicien. J'en parle parce que vous avez certainement vu La foi, l'espérance et la charité, par exemple, maintenant, ou Meine Ferdam, ou d'autres spectacles. Et si vous n'avez pas vu, allez-y, parce que moi, ça met des metteurs en scène que je trouve vraiment importants. Mais il était musicien pour un autre, il travaillait pour le compte de notre metteur en scène allemand qui s'appelle Yossi Wieler. Il était musicien, il a une formation de musicien. Et un jour, il va voir le directeur du théâtre et il lui dit « Ouais, là, il y a quelques mecs là qui tournent dans le théâtre, qui n'ont visiblement pas de boulot, qui zonent dans le coin. Là, j'ai 2 musiciens qui sont là, qui n'ont rien à faire. Et je pourrais pas avoir un lieu pour essayer de travailler avec eux ?» Et ce que raconte ce monsieur qui s'appelle Bambauer, il lui dit « Bah ouais, vas-y, mets-toi là, mets-toi dans un coin. » Et il me dit « On l'a oublié. On l'a oublié pendant toute l'année. Pendant toute l'année, il a donné, il a fait ses trucs. À la fin de l'année, il leur a présenté un travail et tout le monde était sur le cul en disant « Mais c'est il y a véritablement un langage qui s'est créé. J'ai vraiment dérivé sur la question. C'est-à-dire, je crois que j'aurais envie de tout faire chez Racine. D'accord. Hein, voilà. La première fois, je suis allé terroriser avec Andromaque, mais vraiment en ayant vraiment peur. Je pense qu'avec la reprise, au bout d'une centaine de représentations, ça a commencé à disparaître. Quand on a retravaillé sur Racine, une familiarité avec l'œuvre et avec un noyau d'interprète aussi qui est absolument nécessaire pour travailler sur ça. Et je pense qu'à la rentrée prochaine, on fera Phèdre. Je pense pas, j'en suis sûr d'ailleurs. Enfin, bon, j'en suis sûr, à moins que le 21 décembre, ce soit la fin du monde. Mais a priori, on essaiera de le faire. Donc, peut-être que ça sera la dernière quand j'ai démonté tout Racine, je ne sais pas les autres. Si, il y a Iphigénie aussi, qui je pense peut-être m'intéresse. Alors, pourquoi Britannicus à ce moment-là? C'est pas parce qu'il y a eu des élections en France et qu'on a vu des conseillers politiques et qu'il y a eu des tweets ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que, c'est pas pour ça que je l'ai monté, mais c'est vrai que les jeux d'écho, les échos avec le monde politique et avec la façon dont les histoires de gala et de Paris Match jouent avec la vie politique, ça m'intéressait aussi, ce jeu d'écho à mettre en... Sachant qu'on en a quasi jamais parlé pendant le spectacle, pendant la préparation. Parce que pour en revenir justement à
Racine, à Britannicus ou aux autres. Ce qui est important, c'est la matière du langage et de prendre et de s'emparer du concret de la langue. Bon, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est un effort, et je pense que c'est, là encore, je parle de formation, mais il faut trouver les profs à même de faire ça, mais que pour les jeunes acteurs, c'est un exercice formidable de travailler là-dessus, parce que ça oblige à des pensées très longues. On n'est pas dans le détail. Si on est dans le détail, c'est dire que c'est comme, je ne sais pas s'il y en a qui font du ski, moi c'est un vieux souvenir, mais en fait, il me semble que ça marchait comme ça, c'est-à-dire que quand on commence à faire trop de virages, à faire trop le malin, on se ramasse la gueule. Hein. Et c'est un peu la même chose avec Racine. Il faut que ça tire un peu droit quand même, sans être des descentes tout chousses, mais malgré tout, il faut que ça tire droit. Et ça oblige à une pensée longue. Et ça renvoie justement à ce que dit Roland Barthes, finalement, où il dit l'esthétique du détail, c'est l'esthétique bourgeoise. Le souci du détail, c'est un problème de la petite bourgeoisie, je crois. Je sais pas, il y a une formule un peu de cet ordre-là. Et du coup, travailler sur cette pensée massive, cette pensée longue, moi, ça me semble vraiment intéressant, quoi, pour les acteurs. Et justement, je me faisais la réflexion en voyant les acteurs allemands ce week-end, et le travail que fait Perceval, par exemple, avec ces acteurs. J'avais l'impression de me trouver au même endroit de l'esthétique du jeu. C'est-à-dire que ça traverse je pars du début de la phrase, je vais jusqu'à la fin, et c'est un fil qui se tend jusqu'à arriver au point, et non pas les petits oui, les petites émotions, les petites intonations qui viennent, je sais pas, illustrer le texte comme ça, comme des petites fleurs, ou je sais pas, ou, dans le meilleur des cas, ou voilà. Moi, j'aime bien avoir une partie des acteurs sur un spectacle avec qui j'ai déjà travaillé. Parce que d'abord, peut-être que ça me rassure, et puis il y a une forme de... ça vient compenser peut-être le défaut de troupe et de collectif permanent. C'est-à-dire que quand quelqu'un comme Alain Fromager, ça fait 15 spectacles que je fais avec lui. Bon, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de se parler, mais... donc la difficulté qu'il peut y avoir, c'est de ne plus se surprendre mutuellement, de ne plus être curieux. Donc on met des temps d'arrêt, mais on se parle relativement peu. Mais par contre, et je sais que, bon voilà, moi je vois ce vers quoi il veut aller, je sais qu'il comprend ce que je vais dire. Alors le problème, c'est qu'il n'aille pas au-devant de ce qu'il croit être mes obsessions. Par contre, j'aime bien qu'il y en ait des nouveaux aussi qui viennent, j'allais dire, érotiser le groupe à nouveau. C'est-à-dire qu'il faut réexpliquer, il faut reséduire. Et Anne Benoît, qui fait Agrippine, on n'avait jamais, ni Alain ni moi, n'avions déjà travaillé avec elle. Donc, et par contre, le fait d'avoir des acteurs avec qui j'ai déjà travaillé, je sais qu'ils vont servir d'interprètes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a une grammaire commune qui va pouvoir se faire jour. Donc, si vous voulez, c'est sans arrêt une espèce de renouvellement, mais c'est vrai que j'aime bien travailler régulièrement quand même avec les mêmes, et qu'on va plus loin. Parce que la première fois qu'on travaille avec un acteur, je dis acteur, ça vaut pour Trice aussi, on va être un peu timide, parce qu'enfin moi j'ai l'impression d'être comme ça, peut-être que c'est pas vrai, mais parce que ça va gratter sur quelque chose d'hypersensible. C'est-à-dire que, après ça dépend ce qu'on attend de l'acteur. Hein, si on attend qu'il fasse des pirouettes et youpi tralala, et bon, c'est une chose. Mais si, moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de réduire au maximum, et que le spectateur peut-être ne s'en rende pas toujours compte, de réduire cette frontière personne-personnage. Alors qui parle? C'est-à-dire qu'on soit dans une espèce d'effet d'évidence, comme ça, de naître là brut, de la personne. Et ça, il me semble que ça, c'est au prix de lâcher quelque chose de soi, d'intime et de profond pour l'acteur, et de ne pas être dans un jeu de masque. Bon, alors si on travaille sur, je sais pas, peut-être que sur d'autres formes c'est moins vrai, mais quoi que j'en suis pas sûr, parce que même s'il y a une forme très codifiée, je pense que ça joue pareil. Pour moi, un des acteurs qui m'a le plus impressionné au théâtre, mais je ne parle que des morts, c'est terrifiant là, mais après tout, ils reviennent de l'enfer, comme dit Claudel à propos de Fèvre. Et je parle de Philippe Clévenot, qui était un acteur qui... j'avais pas l'impression qu'il jouait, quoi. S'il était sur un plateau, et
Et pourtant, c'était assimilé, c'était incorporé, c'était digéré, c'était traversé. Et tout à coup, il nous imposait une espèce d'évidence poétique, là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et pour arriver là, dans le rapport entre acteur et metteur en scène, je pense que ça prend du temps, que ça prend le temps de la rencontre, de la connaissance mutuelle qui fait que, en même temps, on n'est pas dans l'impudeur, mais ça vaut pareil pour un metteur en scène, pour un écrivain. Si, me semble, en tout cas moi, je suis touché par quelque chose qui... Tout artiste que ce soit, je reprends la phrase au début. On rembobine, on efface. Je pense que le travail que l'on fait est un travail qui suppose une notion de perte. C'est-à-dire que je vais lâcher quelque chose de moi, que je vais offrir aux autres, que je vais rendre visible. Est-ce que cette chose que je vais rendre visible, il faut que je la rende visible déjà à un petit groupe d'acteurs avec qui je travaille, et à un metteur en scène qui me regarde. Donc, une des fonctions essentielles du metteur en scène, me semble-t-il, c'est que le regard autorise l'autre à livrer quelque chose de secret. Mais, pour autant, s'il est trop conscient que ce qu'il va livrer est un secret, et quelque chose d'intime est un secret, il n'aura pas forcément envie de le livrer. Donc c'est un jeu un peu de soups entre le metteur en scène et l'acteur, c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est chez Stanislavski qu'on parle de ça, de la fonction miroir du metteur en scène. Je ne sais pas, j'ai des notions théoriques qui sont un peu éloignées maintenant, mais je sais que je m'attachais fort au début, avec les acteurs, à décrire ce que je voyais et à essayer d'objectiver ce qu'il y avait sur le plateau. Et bien, maintenant, je le fais de moins en moins, parce que je me suis aperçu plusieurs fois que si je disais pourquoi ça me touchait, je surprenais un regard de celui qui était en face de moi, qui me faisait comprendre qu'il... Bah non, t'es con, quoi. C'est pas ça, j'ai pas envie de donner ça. Et donc, c'est pour arriver à cette alchimie-là entre un metteur en scène et des acteurs, ou entre des acteurs entre eux, je pense qu'il y a besoin aussi de temps, quoi. Sans pour autant qu'on soit dans l'autofiction et qu'on se raconte nos histoires de nombril. Il y a des cabinets de psychanalystes pour ça. C'est pas le lieu du théâtre. Mais quand même, ça suppose ce rapport de confiance totale, parce que c'est très dur de jouer et de ne pas être dans un regard normatif. Qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui est pas. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas. Ma foi, si on savait ce qui est juste. Une fois qu'on a fait une distribution, on est bien emmerdé. Mais des fois, ça se travaille quand même. Ça se travaille un peu. Non, mais un peu à la marge. Mais on dépasse pas tellement le... Alors, bon, des fois, on peut s'engueuler là-dessus avec des acteurs, mais je suis pas sûr que le metteur en scène dépasse beaucoup le corps de l'interprète. C'est ce qui fait dire, je crois, à Claude Régic, que la chose la plus importante, c'est le travail de distribution, que ça représente 90% du travail du metteur en scène. Il exagère peut-être un peu, mais n'empêche que je crois que c'est assez juste. Après, les voix, elles vont avec des corps. Je ne peux pas dire que je les ai réellement choisis. Mais je sais que Jean-Marie, qui fait Burrus, a une voix très grave. Les autres se moquent de lui régulièrement, comme ça, dans les couloirs, en le parodiant. Bon, ça, c'est assez drôle, par contre, de voir quand un acteur fait défaut, quand les autres le remplacent pendant 5 minutes, de voir comment les autres le voient. Là, je voulais m'amuser, c'est un exercice un peu brechtien, mais que j'ai pas fait, on n'a pas eu le temps. Je voulais inverser les rôles. Je voulais que Alain Fromager joue Agrippine pendant les répétitions et que Agrippine joue Néron pour voir comment ça... Ils m'ont envoyé chier, j'en ai plus à l'école. Mais non, il n'y a pas réellement de travail sur les voix, mais si vous voulez, c'est comme les... Moi, je pense que si on travaille sur le sens, on arrive à modifier la technique même de l'acteur. C'est-à-dire que, par contre, si je le prends par la technique, je suis pas sûr d'y arriver. Si on est réellement dans le sens, la voix, elle va changer, elle va se modifier. Par exemple,
ce texte-là, quand je parlais d'instabilité tout à l'heure, tous ces textes-là, je ne sais pas, il faudrait compter le nombre de points d'interrogation qu'il y a dans ce bouquin. C'est hallucinant, je trouve. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de poser des questions. Donc c'est bien que chacun met l'autre, si je le prends de façon littérale, chacun met l'autre à la question. Et va pousser l'autre dans ses retranchements. Donc déjà, d'arriver à entendre les questions, parce que souvent les acteurs ne les posent pas simplement, mais déjà si on pose toutes les questions, on les pose en même temps aux spectateurs, et de fait, la voix et la prosodie se modifient. Mais moi, j'aime pas donner des... Par exemple, vous parlez de Britannicus. Bon, ben, Britannicus, Eric, il a la voix qu'il a. D'aucuns peuvent vous trouver que c'est gênant et que c'est un travers, que c'est un défaut. Lui, il voudrait le maîtriser peut-être un peu. Il commence à faire tout un travail de yoga, de pilates, de je sais pas quoi, machin, pour avoir la maîtrise d'une respiration plus ample et plus lourde. Et en même temps, si je voulais le faire parler comme Jean-Marie Vinling qui parle... bon, j'y arriverai pas. Donc ça sera un artifice. Là, à peu près comme d'hab, j'allais dire, on a dû travailler 8 ou 9 semaines, je pense en 2 périodes. C'est-à-dire qu'on a fait une première période, je ne sais plus, qui s'est finie vers le 14 juillet ou le 20 juillet. 20 juin, 20 juillet, puis après on a repris autour du 20 août, 14 septembre. Ça va faire 8 ou 9 semaines à peu près. Quand même. Et ouais, à tel point que le directeur technique avec qui je travaille, il me disait le 20 juillet, au bout de 5 semaines, il me dit ouais, c'est bon, c'est prêt, ça peut jouer, t'as vu. Alors, ça pouvait donner l'impression que, parce que de fait, bon, la mise en espace, c'est vite fait. Si mettre en scène, c'est mettre en espace, en 1 semaine, c'est réglé le truc. Mais c'est tout le travail après, c'est sur qu'est-ce qui se passe entre les mots, qu'est-ce qui se passe dans le regard, comment ça bouge, quelle est la pulsation à donner, comment on finit d'écrire la partition, quoi. Dire que c'est tout ce travail sur la gestion du temps de l'énonciation du texte aussi. Là, je parle spécialement de Racine, hein. Sur d'autres spectacles, c'est pas le même type de problème, mais sur celui-là, il me semble que c'est à tel point que je crois que, je sais pas, je fais mesurer la durée de la représentation tous les soirs, ça varie au maximum d'1 minute. Ah oui, c'est à ce point-là. Ouais, il y a 1 minute à peu près d'écart, alors qu'il y a des spectacles où ça peut prendre, je sais pas, sur Ibsen par exemple, c'est Peter Zadek qui en parlait de ça à propos d'une pièce Rosmersholm qu'il avait mis en scène, avec notamment Angela Winkler et puis un autre acteur allemand qui s'appelle Birchmüller, et il disait que ça pouvait varier de 20 minutes. Parce que parfois, il prenait le ton, voilà. Là, je trouve que ça suppose pas ça, et ça supporte pas ça, quoi. Enfin, quand on l'a travaillé comme ça, peut-être que si. Contemporain, oui, il y en a plusieurs, il y en a plus de 2-3. Heureusement pour le. Après, c'est par période. Bon, non, mais c'est d'essayer de. Après, je sais pas, chacun. Moi, ce qui m'intéresse, mais c'est pas spécialement au théâtre, ça va être aussi au cinéma et peut-être en politique aussi, c'est d'essayer de... Déjà, encore une fois, il y a des spectacles qui partent à partir des mots et à partir des mots d'un poète qui sont des textes écrits, et il y a une partie du théâtre qui se fabrique comme ça. Je pense qu'il y a toute une autre partie de théâtre, et là, moi, j'ai pas assez le temps de le faire. Je l'ai plus fait au départ quand je travaillais avec une jeune compagnie que maintenant, qui est tout un travail de montage même de texte. Et puis il y a une troisième catégorie de spectacle où le mot peut être presque absent, ou bon. Donc, je crois qu'il faut, et en France en particulier, on est très attaché à la chose écrite comme matière première. C'est-à-dire qu'en gros, la littérature comme premier pas du théâtre. Bon, là, pour le coup, on a parlé de Racine tout l'après-midi. Mais bon, on peut imaginer qu'on y rentre par d'autres endroits que par le texte, que par la notion de pièce. Bon, j'ai certains copains, par exemple, qui disent la pièce c'est fini, ça n'existe plus. On fait des spectacles, on fait des mises en pièces de pièces même. Et, bon, ça fait longtemps que ça se fait, hein, depuis
Piscator nous a pas attendu. Il y a des gens qui nous font croire qu'ils viennent de le faire la semaine dernière, mais ça se fait depuis l'histoire de l'art. Elle est beaucoup plus dense. Ça fait un siècle que ça se passe, cette histoire. Mais donc, non, mais j'ai plutôt envie de parler d'écrivains que de pièces. Il y a quelqu'un comme Coltès, par exemple, qui a apporté à un moment donné, me semble-t-il, quelque chose d'important. Si vous parlez des contemporains, hein. Contemporains ou non, vraiment ce qui vous intéresse? Mais ça dépend, encore une fois, ça dépend des périodes. Racine, bon, c'est pas la peine que j'y revienne. Louis-Ferdinand Céline, par exemple. C'est-à-dire que il n'a pas écrit beaucoup, il a écrit 2 pièces de... Enfin, il n'a pas écrit beaucoup, il a écrit beaucoup. Il a écrit 2 pièces de théâtre, et moi j'en ai monté une, et là j'ai envie de faire un spectacle qui revienne à Céline, mais autour d'un travail de montage qui parle de l'hôpital. Je trouve que, pour des raisons personnelles, je m'intéresse un peu à l'hôpital, et je trouve que finalement l'hôpital que décrit Céline dans les années 30, bon, voilà, on risque d'y revenir bientôt. Bon, et puis cette langue-là, j'en lis une page, je trouve qu'il y a une pulsation dans cette écriture qui me touche, et ça parle, et ça nous dit quelque chose du monde. Si vous voulez, c'est cette double entrée, c'est-à-dire un langage, une écriture, une composition même. Si c'est pour lire le journal, bon, c'est pas la peine. Donc déjà sentir qu'il y ait que je suis dans un espace d'écriture, de composition et dans un espace poétique, ça c'est la première chose. La deuxième, que ça me raconte que ça me parle du monde de façon concrète ou imaginaire, mais que ça m'ouvre une réflexion sur le monde qui le déplace. Et puis la troisième chose, si c'est du théâtre, que je puisse avoir, si je me dis que je vais le mettre en scène, que je puisse avoir l'impression de dire jeu avec les mots de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire d'être interprète. Évidemment que dire jeu avec les mots des autres, c'est une définition d'un interprète. C'est-à-dire de pouvoir réellement être interprète, mais de pouvoir faire jouer ma subjectivité avec les mots d'un autre. Voilà, c'est un peu ce que j'attends d'une écriture. Mais les grandes rencontres d'écriture, je peux vous les dire, moi, celles que j'ai eues, c'est Pasolini, c'est Louis-Ferdinand Céline, c'est Heiner Müller, c'est Jean Eustache, c'est Racine. Voilà, c'est les 5. Lars-Noren, non? Et Lars-Noren, oui, comme je suis de gratitude totale. Mais alors, chez Lars-Noren, c'est autre chose. Chez Lars-Noren, c'est autre chose. C'est effectivement sa description du monde et sa vision du monde, sa radicalité comme ça. Mais c'est pas j'allais dire que c'est pas le langage en lui-même. Oui. La phrase de Noren, elle est d'une banalité confondante. Là où je trouve qu'il est incroyable et qu'il est très fort, c'est que c'est dans le tableau d'ensemble, comment il arrive par touches successives, comme ça, à faire un travail de biographe. Je n'ai pas assez parlé avec lui de ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose à voir avec les impressionnistes. C'est-à-dire que chaque phrase est une petite touche, et puis il faut se reculer, voir la pièce tout entière, et là on a un tableau qui est composé. Mais je ne peux pas dire que ce soit le langage chez Noren qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est les sujets et la composition, quoi. Comment il avance dans une œuvre. Et le fait que, comme O'Neill, il a la même aussi un peu... je sais pas, la même démarche, c'est de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Ça, c'est une chose que O'Neill dit et que Noren reprend. Je veux donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et c'est probablement une des fonctions les plus nobles du théâtre. Pour autant, pas copier ce langage-là, un langage imbécile ou un langage réduit, un langage à peu de mots, mais redonner de l'ampleur à propos de Racine, je vous conseille un texte qui est introuvable, donc c'est pour ça que je m'amuse, mais je ne suis pas sûr qu'il soit totalement introuvable, que j'avais lu il y a 20 ans et que j'ai relu ce week-end, qui est très très beau, qui est un texte de Paul Claudel qui s'appelle Conversation. Alors j'ai dans le sac, je vais vous montrer. Conversation sur Racine. C'est bizarre. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc. Cherchez-le, lisez-le. Ça s'appelle Conversation sur Jean Racine. Ça a été tiré à 3000 exemplaires. Non, mais c'est vachement bien, quoi. Il dit des choses magnifiques sur Racine. Bon, ben, merci à vous.